Bonjour. Donc on est très heureux pour ces deux sessions qu'on va avoir avec vous. Je suis particulièrement heureux. Vous avez certainement regardé, ceux qui sont adeptes des médias sociaux, la page d'ouverture de la COP et la critique qui a été faite sur le fait que la moitié de l'humanité ne peut pas sauver toute l'humanité, et mis à part moi, l'autre moitié de l'humanité est sur cette table. Voilà, et donc on a la chance d'avoir une table ronde avec des gens engagés pour montrer comment les entreprises françaises répondent aux défis d'une industrie dans son chemin de neutralité carbone. On va avoir deux tables rondes, une première sur le secteur de l'industrie, une seconde sur le secteur des transports. Et on a la chance d'avoir la présidente de la commission énergie du MEDEF, nouvellement nommée. On la félicite pour ça. Julia, qui est bien sûr aussi en charge de ces enjeux de sustainability chez Engie, qui va ouvrir par une keynote cette session. Et après, on aura un échange entre nous qu'on a préparé de la meilleure des façons qui soit, pour que ce soit interactif et improvisé. Bonjour à tous. Merci Gilles pour ces propos d'introduction qui nous énergisent tous, en énergie renouvelable évidemment. Donc, petite introduction peut-être à cette première table ronde sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. Donc, comme l'a dit Gilles, je suis la directrice du développement durable de tout ce qui est sustainability chez Engie. Je pense que les gens connaissent Engie, mais au cas où, il faut jamais partir du principe qu'on est connu. Donc, Engie, c'est à peu près 100 000 personnes, un fournisseur d'énergie, un ADN historique de gaz naturel, avec une grosse transformation vers les énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'électricité, mais également des gaz renouvelables. Nous sommes le numéro 1 de l'éolien et du solaire en France, par exemple. Je vous propose de partager avec vous, à la fois avec ma casquette Engie et ma casquette, comme le rappelait Gilles, de coprésidente de la commission énergie du MEDEF, peut-être pour commencer des éléments de contexte un petit peu sur la décarbonation du secteur de l'industrie en France, et puis d'aller vers quelques exemples concrets de la manière dont on accompagne, nous, chez Engie, certaines industries dans leur chemin de décarbonation, qui n'est pas un chemin facile, hein. Mais je pense que tout le monde a bien ça en tête. Peut-être quelques éléments donc sur la décarbonation de l'industrie et les grands ordres de grandeur. En 2022, on considère que la France a émis 403,8, on va arrondir à 404 millions de tonnes de CO2 en émissions territoriales. Et sur ces émissions, vous en avez 73 millions qui sont liés à l'industrie, c'est-à-dire 18%. Donc c'est le troisième poste d'émission après les transports, 32%, et l'agriculture, 19%. Industrie, agriculture, c'est à peu près les mêmes poids, hein, 18-19%. Donc, globalement, l'industrie, ça représente à peu près 20% des émissions du pays. Donc, quand on est sur une trajectoire où on se projette sur un Fit for 55 européen qui veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 et qui vise la neutralité carbone 2050, l'industrie doit évidemment jouer une part majeure dans cet effort de décarbonation collective. La France a indiqué qu'elle voulait passer de 60% d'énergie finale fossile consommée aujourd'hui à 42% en 2030 et 29% en 2035. Donc c'est une pente en termes de réduction des fossiles qui est considérable. Et pour les émissions industrielles, donc le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le président de la République a fixé le 8 novembre dernier un objectif de division par 2 de ces émissions au cours de la prochaine décennie. Donc on n'est pas du tout sur des ordres de grandeur qui sont l'épaisseur du trait, on est vraiment sur des changements majeurs de modèle avec une décarbonation qui doit se faire de manière massive. Le président l'a dit lors de sa conférence de presse il y a 3 jours ici, on n'est pas du tout sur les trajectoires attendues. Les puits de carbone que sont les forêts se réduisent et donc il va falloir finalement accentuer encore l'effort. Accentuer l'effort, ça veut dire l'opérationnaliser. Ce n'est pas seulement au niveau du pays qu'on peut décider d'une trajectoire de décarbonation, il va falloir que les entreprises soient capables de la mettre en œuvre et qu'elles se mobilisent. Donc c'est dans cet esprit qu'a été demandé en 2022 aux 50 sites industriels les plus polluants en France, qui représentent 60% des gaz à effet de serre de l'industrie, d'élaborer des feuilles de route pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 45% à l'horizon 2030.
Donc en réalité, ce ne sont pas 50, mais 55 sites industriels qui ont signé des contrats de transition écologique tout récemment, le 22 novembre dernier, au Salon des maires de France, en la présence des ministres de la Transition énergétique et le ministre délégué à l'Industrie. C'est pas anodin parce qu'un tel mouvement, ça représente un investissement conséquent de l'ordre de 50 à 70 milliards d'euros. Et le soutien public ne faillit pas à cet égard, puisqu'il s'appuie sur 2 plans, que sont France Relance et France 2030, pour permettre de libérer du financement pour rendre cela possible. Mais ça pèsera évidemment beaucoup aussi sur les industries elles-mêmes. Vous avez en tête la loi Industrie verte, adoptée fin octobre 2023. Donc elle vient en fait cadrer et renforcer cette ambition de décarbonation en matière industrielle. Et elle a fixé 4 priorités. La première, c'est de faciliter l'implantation des sites industriels. Les sujets de permitting restent encore des sujets très lourds. J'y reviendrai sur le sujet de l'acceptabilité, parce que je pense que c'est un enjeu très important pour nous tous. Le deuxième axe de cette loi Industrie verte, c'est le financement des projets industriels verts. Le troisième axe, c'est de permettre à la commande publique d'être beaucoup plus verte et d'inclure dans ses critères de sélection le verdissement. Et puis enfin, de conditionner les aides publiques à l'effectivité de la transition pour les acteurs qui bénéficient d'aides. Ça, c'est le schéma français. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un monde quand même très globalisé. Et déjà à l'échelle européenne, vous avez en tête les discussions qui sont en cours. Le Net Zero Industry Act, le NZIA, qui pose une ambition pour renforcer les capacités de production dans le domaine des technologies qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique. Donc ces technologies sont listées, le solaire, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, les technologies de stockage d'énergie, les pompes à chaleur, la géothermie. On a des acteurs de la géothermie dans le panel, ce sera intéressant de les entendre. Les électrolyseurs, piles à combustible, biogaz, biométhane, captage, réseau, stockage du carbone. Même si sur ce dernier point, je pense que vous avez tous entendu la petite nuance mise par le président de la République il y a 3 jours sur le caractère résiduel des technologies de capture du carbone. Donc voilà, un paysage institutionnel qui bouge sur le rôle et l'ampleur que l'industrie doit suivre en termes de décarbonation, en termes de quantité, des ratios de diminution d'émissions qui sont très significatifs, en termes de financement, et puis aussi en termes de transformation, parce que tout ça va requérir quand même d'accéder à des compétences, des savoir-faire qui sont différents. On le sait, les métiers de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui et cette transformation ne fait pas exception, comme d'autres secteurs et d'autres évolutions telles que l'intelligence artificielle ou la digitalisation. Le verdissement de l'industrie va être quand même un facteur aussi de transformation des emplois qu'il ne faut pas négliger. Peut-être pour conclure, vous donner quelques éléments de contexte sur la manière dont Engie propose des solutions pour accompagner cette transformation. Donc nous sommes un acteur qui fournit de l'énergie. Nous, on est confrontés vis-à-vis des acteurs, de tous les acteurs, mais particulièrement des acteurs industriels, à un trilemme, à une triple injonction contradictoire. On doit fournir une énergie qui soit sécurisée en termes d'approvisionnement. On ne doit pas faire de rupture d'approvisionnement. Le deuxième défi que nous avons, c'est qu'il faut que cette énergie soit abordable en termes de prix, parce que les industries ne peuvent pas absorber des prix non prévisibles et dans des proportions qui exploseraient. Et on a bien connu ce sujet-là l'année dernière. Et puis le troisième enjeu, troisième injonction contradictoire, c'est la durabilité. Donc souvent, prendre 2 de ces paramètres, c'est gérable, mais mêler les 3 ensemble, sécurité d'approvisionnement, durabilité et abordabilité, c'est pas un très joli mot, c'est là que le défi commence à être important pour nous. Pour faire ça, nous, on investit massivement dans les énergies renouvelables. Vous connaissez l'ADN maintenant de transformation d'Engie sur ce sujet. Nous aurons 58% de capacité électrique en 2030. On s'est fixé un objectif de 50 gigawatts en 2025 et 80 en 2030. C'est pas rien. Mais le renouvelable a cette caractéristique d'être intermittent. Et donc, pour garantir la sécurité d'approvisionnement, il faut des solutions de flexibilité pour absorber les périodes de pointe et les périodes d'intermittence. C'est pour ça que les solutions de stockage nous semblent majeures. Donc le groupe Engie a pris l'engagement d'investir à hauteur de 10 gigawatts pour avoir assez de capacité en 2030 sur ces sujets de stockage. Et puis la flexibilité, ça passe aussi par la forme gazeuse d'énergie. Donc à court terme, évidemment, le gaz fossile va garder une part de son rôle parce qu'il est stockable, il est dispatchable à la demande. Donc il a beaucoup d'atouts
Pour autant, notre conviction, c'est qu'il faut verdir ce gaz. Sa consommation diminue, mais on doit le verdir. Et nous investissons sur, évidemment, le biométhane et l'hydrogène vert. Tout ça, ça a un coût. Vous vous en doutez. C'est 13 à 14 milliards qu'on dépense sur 3 ans sur ce sujet-là pour les 3 années qui viennent. Mais on pense que c'est un vrai investissement au bénéfice de tous. Et on a dans nos objectifs pas seulement la réduction de nos émissions, mais celle de nos clients, puisqu'on a des objectifs concrets d'émissions évitées. Je conclurai juste sur un exemple concret que nous avons à Oman, où nous avons une usine de production d'ammoniac et d'hydrogène vert, avec une très belle combinaison sur place, un projet qui s'inscrit sur 47 ans, donc on n'est pas du tout sur des technologies de court terme, on est vraiment en train de transformer le paysage industriel durable. Je ne vais pas en dire plus sur ce projet-là parce que je sais que le temps est compté, et je voulais juste finir sur l'acceptabilité. Nos installations industrielles sur les territoires vont se transformer. Il y aura peut-être plus d'énergie décentralisée, plus visible sur les territoires, plus proche des acteurs industriels. Il faut que nos citoyens s'habituent à voir des installations industrielles et à être fiers sur le territoire de voir des installations industrielles. Et il y a un gros rôle pour les MEDEF territoriaux dans cette notion d'acceptabilité sur laquelle il faut absolument miser également. Voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation sur le panel. Alors voilà, après cette introduction, on a la chance, au-delà de la qualité des intervenants de cette table ronde, d'avoir des entreprises de tailles différentes et de secteurs différents. Et quand l'équipe de France des entreprises, et singulièrement ici sur l'industrie, se mobilise, c'est intéressant d'avoir ces points de vue un peu différents. On a l'habitude de n'avoir que la point de vue des très grandes entreprises. Je peux donner celui de Schneider Electric sur cette industrie de demain qu'il faut rendre attractive sur le territoire et qu'il faut aussi rendre efficace. Et aujourd'hui, quand on parle de l'industrie 4.0, on voit bien de quoi on parle pour tout type d'industrie. Mais voilà, le MEDEF et le MEDEF international ont souhaité mobiliser des entreprises pour venir à cette COP, pour participer à cette grande ruche qui permet à la fois à chacun de se positionner, probablement d'exprimer quelques doutes, mais aussi de faire partie de ce concert d'engagement qu'on prend là, qu'on ne prendrait probablement pas ailleurs, dont la plupart seront tenus, l'histoire le montre avec les 27 précédentes COP, et qui nous fait avancer. Alors je voudrais tout de suite donner la parole à Sophie Sidos avec deux intérêts particuliers par rapport à l'intervention de Julien. Sophie, elle a la chance d'être à la tête de la plus grande entreprise cimentière française, Vicat. Et quand on parle de ciment et de transition énergétique, on se pose toujours plein de questions. Donc ça veut dire que c'est très intéressant de savoir comment cette entreprise industrielle de cette industrie-là réagit aux propos de Julien. Mais Sophie est aussi présidente du MEDEF territorial de l'Isère. Et donc à ces deux titres-là, quand on conjugue transition énergétique, environnementale et territoire, et en même temps ces bases industrielles qui permettent dans les territoires de faire la vie et la prospérité, comment vous réagissez? Mais probablement quelques mots aussi sur la particularité de votre industrie face aux enjeux de transition énergétique. Bon, il y a plein de choses. Hein. Je crois que je vais rester la journée entière. 3 minutes. Non, 3 minutes, ça va être compliqué. Je salue Marjolaine Millefer, ma députée de l'Isère, qui est là aussi. Voilà. Parce que, en fait, si on y arrive, c'est grâce au fait qu'on soit tous ensemble et tous alignés sur la même politique. On a de la chance d'avoir un président qui, avec le plan France 2030, a compris qu'il fallait réindustrialiser la France et va nous permettre, avec ce plan, avec ces 54 milliards, de pouvoir peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire et rentrer vraiment dans cette transition. Alors nous, les cimentiers, on est pointés du doigt, mais on n'est pas si mauvais que ça, je peux vous dire, et en particulier en Europe et encore mieux en France. À savoir que les émissions de CO2 dans notre domaine, ça représente 2% des émissions totales. Si on prend tous les cimentiers du monde, c'est 10%. Donc, je parlais des émissions en France. En France, c'est que 2%. Donc, bien sûr, c'est que 2%, mais c'est quand même 2%. Donc, c'est pas bien. Et donc, il faut faire quelque chose. Alors, dans mon groupe, on a une particularité. Est-ce qu'on est familial ou est-ce qu'on est là depuis déjà plus de 200 ans, puisque je descends de Louis Vicat, qui est l'inventeur du ciment artificiel en 1817. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans l'ADN depuis longtemps. Et chez nous, le but, c'est la transmission, c'est de transmettre à mes enfants. Et, by the way, j'ai fait rentrer ma fille aînée chez moi il y a 6 mois pour prendre la suite de l'entreprise, qui retransmettra à ses enfants. Donc, nous, on a un temps long dans l'industrie. On n'est pas là
pour 2 ans, 3 ans. Quand j'ouvre une carrière de calcaire, c'est 100 ans minimum. Une usine de ciment, quand je remplace un four, c'est pas un four de cuisine à 2000 €, ça coûte 350 millions un four de cimenterie. Donc on est quand même sur des données où on a besoin d'être accompagné par des assureurs, par des banquiers. Quand on invente un ciment carbone négatif, on a besoin d'assurer les premiers chantiers, et pour ça, c'est les assureurs. Et c'est vrai que assurer des nouveaux produits, construire des nouvelles usines, les maires souvent ils me disent allez plutôt dans la commune d'à côté. Et pourtant, on est en train d'avoir une véritable révolution chez nous, puisqu'on va capter notre CO2, on va capter 100% de notre CO2 grâce à Engie avec Dynamics ou grâce à d'autres entreprises. Mais pour l'instant, on est parti ensemble, j'espère que ça se fera, et de le transformer donc ce CO2 en fabriquant du méthanol. Alors, si j'ai encore 5 minutes, on a quand même une. Ce qui est quand même pas évident et qui nous avantage, c'est l'Europe. Grâce à l'Europe, on va plus vite, on a plein de choses, mais quand même le NZIA ou le RED 2, tous ces acronymes qu'on a, sont pas faciles à absorber, et encore moins pour nous les industriels, puisque dans le RED 2, si je me trompe pas, on va pouvoir faire du méthanol à partir du CO2 de l'industrie, mais que jusqu'en 2041. Ça veut dire qu'après, on n'est plus autorisé. Alors moi, pour faire cette petite chose, il faut que j'emprunte à peu près 800 millions d'euros. Je ne vais pas emprunter 800 millions d'euros pour 10 ans. Hein. Le temps qu'en plus mes ingénieurs travaillent dessus, on arrivera à 2040. Donc pour 1 an, j'ai le droit de faire ça. Donc non, je vais pas me... Donc en fait, on a aussi des freins. Et là, il faut vraiment arrêter de nous mettre des dates limites et butoirs. Il faut qu'on puisse faire ces transformations. Il faut qu'on puisse se développer. Et il faut pas... L'Europe est aussi un frein pour nous. Et il faut vraiment, dans ce renouvellement des élections en Europe, qu'on ait des gens qui portent la voix des industriels pour qu'on puisse se développer et qu'on puisse avancer dans cette décarbonation. Et puis enfin, qu'est-ce que tu... Ouais. Je vais peut-être laisser le Bureau Veritas pour compléter le propos des industriels avant et avoir une vision totale. Donc je vous donnerai la parole après, Narla, pour donner tout de suite la parole à Florence Lambert, pour nous dire d'abord pourquoi en 10 secondes elle est ici à cette COP et comment c'est important pour elle, et si c'est sa première COP. Et puis deuxièmement, par rapport au métier de votre entreprise, et aux enjeux énergétiques de l'industrie dont parlait Julia Maris, comment vous vous positionnez-vous et quel est votre pas de progrès? Très bien. Alors, non, ce n'est pas ma première COP, en fait. Hein, je suis, je crois que ce qu'on peut parler une vieille routarde de l'énergie, donc venant plutôt des énergies renouvelables, en ayant en fait plutôt... C'est beau de dire que des gens qui sont branchés dans les énergies renouvelables sont déjà des vieux routards. Non, ça fait plus de 20 ans. C'est déjà présent dans la vraie vie. Ça fait plus de 20 ans en fait. Hein. Et du coup, le témoignage, c'est après d'avoir beaucoup rêvé ce qui pouvait se développer en matière d'énergie renouvelable. Ben moi, je suis ravie parce que je vois que non seulement le train est passé, mais les entreprises françaises ont pu grimper dans le train de l'énergie avec des vraies opportunités. Je vois des usines qui s'ouvrent, alors la mienne, et je vais en parler, mais aussi des usines pour les batteries qui vont être indispensables dans la transition énergétique. Et en l'occurrence, donc moi, je développe, produis et commercialise des électrolyseurs, donc dit haute température. Alors tout simplement, en fait, plutôt qu'électrolyser de l'eau liquide, on va électrolyser de l'eau à 700 degrés, ce qui permet en fait d'avoir des meilleurs rendements. Donc on est complètement à l'aise dans cette transition énergétique et dans la décarbonation de l'industrie, puisqu'on va apporter des solutions. Alors remplacer l'hydrogène quand on en a besoin, aussi remplacer le méthane. Donc Sophie parlait des fours, mais du coup un des projets qu'on imagine ensemble, c'est de pouvoir remplacer le gaz par de l'hydrogène et aussi utiliser l'oxygène pour faire de l'oxycombustion. Et enfin, quand l'Europe nous le permettra, de pouvoir enfin combiner ce CO2 fatal et pouvoir en fait le transformer, notamment en carburant de synthèse pour l'aviation. Alors moi je me sens à l'aise dans cette COP, donc j'en ai fait plusieurs. Je pense que c'est très important de sentir vraiment tout ce qui se passe, aller à la fois sur une vision terrain, des pays, des besoins, aller aussi voir ce qui s'incube au niveau technologique. Alors bien que française, nous on est ancré dans plusieurs territoires, alors l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie qui est aussi actionnaire, et on a aussi un bureau à Clamart. Mais en fait on est multi-échelle aujourd'hui quand on ouvre une entreprise dans la transition énergétique, c'est-à-dire des racines locales et on essaie de développer des écosystèmes dans une stratégie nationale, mais forcément il faudra qu'on soutienne, qu'on développe ce défi à l'international. Alors dans mes actionnaires,
j'ai à la fois donc le CEA, SLB, le CEA d'où vient la technologie, Vicat, Vinci, l'Occitanie. Et du coup, l'idée, c'est d'être dans les valises d'un de mes actionnaires SLB pour pouvoir justement regarder à l'international nos débouchés. Et de manière très prioritaire, il y a le Middle East. Merci beaucoup. Cindy, alors, autre acteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables, probablement avec une autre expérience. Comment je vous invite à compléter ce qu'il y a. Oui, alors, donc moi, c'est ma première COP. Voilà. Et c'est aussi, ce que je trouve formidable, c'est justement ces industries qui se transforment. Et une autre façon de se transformer, et ça, c'est notre histoire, c'est que moi, je viens de SLV, donc anciennement Schlumberger. Et en fait, à l'intérieur de Schlumberger, on était 3 cofondateurs à vraiment pousser cette entreprise. Donc il y avait le grand dilemme du changement climatique, le coffre à jouer ou la malle technologique développée par cette start-up de presque 100 ans qui est SLB. Et en fait, nous 3, on s'est dit comment on connecte les points. Et c'est comme ça qu'on a créé Celsius Energy. Donc en prenant les technologies du sous-sol, les technologies qui ont déjà été développées par d'autres avant nous et par nous aussi dans une autre vie, et comment on les apporte pour décarboner une industrie qui n'est pas super industrielle pour le coup, c'est l'industrie du bâtiment, mais également des campus industriels, des collectivités publiques, etc. Et ce qu'on fait en l'occurrence, c'est de la géothermie. Donc pareil, bonjour Marjolaine, très très impliquée dans ces sujets décidément. Et la géothermie, en fait, dans chaque bâtiment, juste pour le dire, sous chaque bâtiment se trouve de la roche, et la roche en fait c'est une batterie de chaleur, elle contient de la chaleur. Donc l'idée c'est vraiment de connecter ce bâtiment à cette chaleur. On fait des puits, on met une pompe à chaleur et on va pouvoir aller puiser cette chaleur en hiver pour chauffer le bâtiment, et en été on prend la chaleur estivale et on la restocke dans la roche. Donc c'est vraiment une charge et une décharge de cette énergie de chaleur, d'accord? C'est vraiment de la chaleur. Et c'est disponible seulement sur 97% du territoire français, et il n'y a aucune raison pour laquelle ce serait différent ailleurs. Donc on est pareil, on est dans les valises de SLB, New Energy, qui a été créé par la suite, avec Genvia, avec d'autres. Et on s'associe à des grands industriels, comme par exemple Engie, pour porter ces solutions et pouvoir les passer à l'échelle. Et vraiment, quand on passe d'un vecteur gaz fossile à un vecteur géoénergie, géothermie de surface, on va diviser par 4 l'énergie consommée par le bâtiment et par 10 le carbone. Si vous avez retenu ces 2 chiffres, vous savez qu'il faut passer à la géothermie. Voilà. Et les solutions de Celsius Energy, on fait partie des 1000 plus solutions de la fondation Solar Impulse, et on a été heureux chez Schneider Electric d'organiser à Grenoble, mais quel territoire, dans le bâtiment qui utilise la géothermie pour être net zéro de Schneider Electric, vos solutions il y a maintenant 1 an. Alors Nala Habib, quand on est chez Bureau Veritas, le partenaire de toutes ces entreprises, à la fois sur beaucoup d'enjeux différents, mais aussi ces enjeux de transition, comment vous contribuez et vous portez cette mobilisation de l'industrie pour construire les nécessaires transitions énergétiques et environnementales? Donc, je pense qu'il est intéressant pour Bureau Veritas, nous avons aussi nous-mêmes nos engagements climatiques. Donc, on s'est aussi engagé à réduire notre empreinte carbone. Et on a déjà commencé à avoir beaucoup de nos laboratoires qui sont animés par de l'énergie solaire. On a par exemple un de nos plus gros laboratoires dans la région à Dubaï qui est 100% powered by solar energy. Donc ce qui est intéressant, je pense, qui est un peu différent des autres, donc on n'est pas un acteur qui développe des technologies, mais on est là pour aider tous ceux qui développent. Oui. Donc, on est là pour aider tous ceux qui sont en train de développer des nouvelles technologies. Donc, on travaille, par exemple, avec Cindy, on travaille, je pense, avec Sophie, on travaille aussi avec Florence, mais on travaille aussi avec Engie. Et on est là, en fait, pour rassurer et pour donner de la confidence aux derniers utilisateurs pour dire que ces technologies sont vraiment bien, qu'on pourrait démontrer que l'empreinte carbone est vraiment réduite. Et on est là aussi pour valider cette empreinte carbone. Et je pense qu'il est aussi assez intéressant, on a aussi développé une solution. Je pense que très peu de gens parlent aussi des émissions de scope 1, 2 et 3. On a développé notre propre solution Clarity, qui permet aussi à beaucoup de ces industriels aussi de revoir les émissions carbone de leur supply chain, qui est une des parties assez, je dirais, challenging en fait pour ces enjeux pour ces enjeux de décarbonisation. Voilà. Et justement, Sophie, quand on est une entreprise comme la vôtre, alors
qu'à partir du moment, cette particularité d'avoir un scope 1 et 2 un peu costaud, pas souvent, parce qu'on dit souvent des entreprises qu'elles ont un petit scope 1, scope 2 et un grand scope 3. C'est vrai des entreprises industrielles comme Schneider Electric, mais il faut bien que quelqu'un porte le scope 3 comme scope 1, scope 2. Et donc, dans une entreprise comme la vôtre, comment vous interagissez justement avec vos clients qui ont aujourd'hui cette volonté de réduire leur scope 3 et qui donc probablement sur des enjeux de ciment peuvent avoir des questions bien particulières et bien nouvelles à vous poser? Oui, alors tout à fait. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on produit localement et on vend localement. Donc déjà, pour répondre à une demande des clients, déjà on diminue notre bilan carbone en n'important pas et en n'exportant pas. Alors, quand vous dites localement dans le monde? Localement dans le monde, parce qu'on est implanté dans 12 pays. Parce que Vicat, c'est une boîte française, mais implantée dans 12 pays à peu près, enfin 15, on va dire, pays dans le monde. Donc quand, par exemple, je veux livrer en Inde, eh bien, je fabrique une usine en Inde et je m'installe en Inde dans la pérennité, dans le temps long, mais je vends localement sur un marché local autour de mon usine. Je ne vais pas importer du ciment d'Inde pour l'amener en France. Hein. Et du reste, j'espère bien qu'on va avoir cette frontière, je ne sais pas si on va en parler, de la MACF, la taxe aux frontières, pour éviter ces importations et que finalement on soit obligé de fermer parce que on préfère ne pas avoir le carbone chez nous, mais qui viennent d'ailleurs. Ça serait vraiment une absurdité épouvantable. Donc, qu'est-ce que je fais pour répondre à mes clients qui aujourd'hui veulent acheter un produit décarboné? Eh bien, je mets moins de carbone dans mon produit. Alors comment je fais? Je baisse mon taux de clinker et je vais mettre autre chose dedans. Je vais mettre par exemple des argiles expansées qui vont faire monter la résistance du produit. Donc ça, c'est une des choses que je fais. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de fabriquer en consommant moins d'énergie. Pour ça, je vais utiliser une énergie décarbonée. Alors on a la chance en Isère d'avoir une énergie décarbonée, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Dans ma mobilité, dans mes camions, je vais essayer d'utiliser des camions qui vont plus marcher à l'électrique. Par exemple, sur mes toupies, mes camions toupies malaxeurs, j'ai une toupie qui marche à l'électricité. Ça, c'est une nouveauté, ça coûte plus cher qu'une toupie classique. Alors après, il faut bien que quelqu'un paye ce surplus. Alors, ou c'est le client final qui le paye, mais il veut pas le payer. Donc, c'est l'entreprise qui le paye. Bon, alors on n'est pas toujours compétitif avec les autres, mais au moins, on décarbone. On essaye sur toute la chaîne, sur toute notre chaîne de fabrication, de produire des produits décarbonés. Alors, par exemple, notre ciment, on va ou le vendre en vrac, dans des camions malaxeurs, ou le vendre en sac. Et nos sacs, on les produit localement chez nous aussi. Par exemple, en Isère, on a une fabrication de sacs locale où on essaye de produire des sacs qui sont recyclables. Donc on met pas de film plastique dedans et on produit pas de sacs en poly, pas de sacs plastiques pour vendre du ciment. Voilà. Vous pourriez écouter Sophie Sidos des heures et des heures, y compris sur la biodiversité dans les carrières et comment la rénovation des biodiversités dans la carrière est aussi un enjeu de séquestration carbone, etc. Mais vous aurez probablement la pause après parce que moi je dois courir après l'heure. Pour avoir la deuxième table ronde. On peut parler du recyclable aussi. C'est vrai que le recyclage aujourd'hui, c'est indispensable. Décarboner, c'est déconstruire un bâtiment quand il est en fin de vie et puis utiliser ce bâtiment pour reconstruire un bâtiment. Et vous, Florence et Cindy, quand il est question de chaîne de valeur, vous avez parlé de vos entreprises et comment elles sont mobilisées depuis longtemps ou récemment sur ces enjeux de l'énergie verte, renouvelable, etc. Comment vous interagissez dans la chaîne de valeur? Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients aujourd'hui portent une attention particulière à vos solutions parce qu'elles sont bas carbone, qui sont intéressés de rentrer ça dans leur propre bilan carbone, ou est-ce que c'est un sujet complémentaire qui est encore aujourd'hui anecdotique, ce que vous pouvez tout à fait dire? Non, tout à fait. Alors, la chaîne de la valeur, donc, comme vous venez de souligner, il y a la partie client et usage. Et en fait, dans notre domaine, comme on va être le champion des couplages énergétiques, en fait, la technologie, donc aujourd'hui, elle a plus 15% de rendement comparé aux électrolyseurs PM et alcalins. Et si j'arrive à trouver une source de chaleur qui commence à 150 degrés, en fait, le plus 15 se transforme en plus 30. Dans l'énergie, c'est quand même très important. Donc, en fait, aujourd'hui, je travaille donc avec Vicat, je travaille avec ArcelorMittal, qui va être le premier débouché de la technologie, puisqu'on va installer notre premier électrolyseur sur le site d'Aniline de Saint-Chély-d'Apcher. Et en fait, pour moi, c'est vraiment fondamental de comprendre les besoins, de travailler même avec les équipementiers de mes clients pour tout ça. Mais par contre,
je voudrais insister, il y a un autre sujet qui me préoccupe également, parce qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est fantastique. On a des factories, des gigas qui s'ouvrent. On a beaucoup d'argent pour le faire. Vercors et d'autres pour la cité. Exactement, ACC, voilà encore Vercors, vive Grenoble, même s'il s'installe aussi en partie dans les Hauts-de-France. Bon, il n'y a que des Grenoblois ici autour de cette table, si j'ai bien compris. Même Julia est Grenoblois, donc c'est Grenoble, la France, l'Europe. Et il y a un mais quand même pour ces factories. Donc il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi le temps qui va être très très long pour développer tout cet écosystème de chaîne de la valeur. Aujourd'hui, ce qui me donne des cheveux blancs, c'est pas tant mes ingrédients pour développer mon électrolyseur, c'est plutôt l'équipementier. Je vais vous donner un exemple. On a choisi le plus grand équipementier mondial que je citerai pas, mais qui était plutôt à l'échelle du laboratoire dans l'hydrogène. Quand je lui ai donné un cahier des charges, en fait, la solution, c'était 11 mois de retard. Alors, fort heureusement, j'ai pris ECM, qui est une entreprise à Grenoble, que j'ai mis en double source pour justement développer un équipement à côté de ça. Mais voyez, au-delà, c'est pas forcément un job quand on doit développer une usine, de penser à tout cet écosystème et de le développer. Parce que développer cette usine, c'est aussi travailler sur ses process et c'est ça qui nous rendra compétitifs. On parle aujourd'hui, notamment dans l'hydrogène, de la préoccupation d'être de nouveau rattrapé par l'Asie. Ça va se jouer sur des temps longs et en travaillant sur un écosystème qui va permettre d'être compétitif dans la durée. On ne va pas le faire sur la massification toute seule. Donc l'idée, c'est vraiment de développer toute cette chaîne de la valeur avec des équipementiers qui vont être indispensables sur le ramp-up, mais qui vont être indispensables plus tard en matière de secret industriel. Et ça va mettre du temps, donc il ne faut pas qu'on soit naïf sur le sujet. Donc moi, je paye ma part, en fait, tout simplement. Ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre des équipementiers, des belles ETI en France, pour justement les projeter dans mon usine qui est à Béziers. Voilà. Cindy, et vous, comment on interagit avec notre écosystème? Alors, l'écosystème, donc nous, on est une boîte de technologie, on a fait des inventions, on a des innovations pour mettre cette géothermie à l'échelle, notamment des bâtiments déjà existants. Les 90% ou 95% des bâtiments de 2050 existent déjà, donc il va falloir faire quelque chose à propos de ces bâtiments. C'est pas juste de faire des très belles vitrines de bâtiments neufs. Donc, on a ces innovations et qu'on met en effet à la portée alors soit du public, soit du privé. Donc dans le public, les collectivités. Alors les collectivités, il y a évidemment le poste de chauffage dans les collectivités. C'est le deuxième poste de dépenses après les salaires. Donc évidemment un énorme enjeu. Et quand on voit des mairies ou quoi qui ont dû fermer des piscines, des médiathèques, etc., qui ne savent pas comment payer des logements sociaux, où les gens ne peuvent plus payer leur chauffage. Et j'ai envie de dire que quand les logements sociaux peuvent plus payer leur chauffage, on a un enjeu climatique, économique, démocratique. Et si on protège pas la démocratie, on protège ni l'économie ni le climat. Ça, c'est juste la petite parenthèse. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cet écosystème, donc il y a le public. Là, on va s'associer notamment, à des gens qui ont beaucoup plus de présence que nous dans le public et qui vont pouvoir porter ces solutions. Les prescripteurs, évidemment. Alors, je vois ici Construction 21. Il y a la grande conférence sur la construction ici à Dubaï. Donc, il y a les développeurs et le privé, évidemment. Donc on a créé France Géo-Énergie avec aussi Marjolaine, décidément. Et des maires et des développeurs, des foncières. Il y a avec Vinci, évidemment, des constructeurs très présents sur ces sujets. J'avais oublié. Et après, à la question, est-ce que ça va assez vite? La réponse est non. La réponse est non, ça va pas assez vite. La réponse c'est comment on fait pour accélérer. Comment vous nous faites accélérer, puisque vous êtes dans la vie de chacun d'entre nous? Je pense qu'on est là un peu pour faciliter aussi l'interaction entre public et privé. Je pense que c'est là où on a un gros rôle à jouer. Donc, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de géothermie, quand on parle de carbon capture, quand on parle d'hydrogène, ce qui manque en ce moment pour que les choses avancent, c'est la réglementation. Et aujourd'hui, on voit que généralement, on a tout ce qui est, je dirais, acteurs européens et autres qui développent leur réglementation un peu détachée de la réalité. On voit le secteur, disons, privé, qui sont les industriels et autres, qui sont vraiment sur le terrain. Et on joue un grand rôle à mettre les deux ensemble. Donc, on est membre de pas mal de commissions. On est aussi membre de beaucoup de commissions aussi, de beaucoup de
j'appellerais ça des councils en fait, qui amènent en fait cette interaction public-privé. Et je pense que nous, on a un grand rôle à jouer dans cette partie-là. On est même en train de développer, nous, notre propre réglementation pour aider les acteurs, déjà pour démarrer. Quand on parle d'hydrogène, par exemple, on a lancé, nous, nos 2 schémas de certification d'hydrogène vert, mais aussi de l'ammonia vert. Ça permet aussi à beaucoup de clients dans le secteur qui démarrent des projets comme Engie, de déjà démarrer en se disant, OK, il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui peut m'accompagner pour assurer à mon off-taker et pour assurer à des gens qui veulent acheter mon hydrogène que c'est vraiment de l'hydrogène vert, par exemple. Voilà. Alors... Je complémente, il y a la régulation, les industriels, et après il y a la finance. Et la finance, ça permet aussi d'avoir de nouveaux business models as a service, donc de financer toutes ces transitions aussi, et c'est un grand enjeu également. Voilà. Alors le mot de la fin de cette première table ronde avec Julia. Moi, je trouve que ce qu'on s'est dit, au-delà du fait que c'est quand même un panel extrêmement divers, vous voyez, vous avez que des femmes. Merci Gilles d'être là. Et beaucoup de Grenoblois ou d'Isérois. Donc bravo. Très efficace en termes de présence. Beaucoup de plaisir à entendre ces témoignages qui sont extrêmement concrets. Je pense qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une solution. Hein. Il faut vraiment aller chercher toutes les formes d'énergie décarbonée pour arriver à accompagner le tissu industriel dans sa diversité dans ces sujets-là. Narla a dit quelque chose de très intéressant sur le rôle de pont entre les différents secteurs publics, privés. Un exemple sur les sujets d'acceptabilité que je mentionnais. Vous savez que l'éolien en France est un sujet qui crispe beaucoup sur les territoires. Ben nous, on a mis en place un label TED où c'est le Bureau Veritas qui atteste que quand on met en place des champs d'éoliennes, on vérifie les impacts sur le climat, mais également sur la nature et la biodiversité, et aussi sur les populations. Et c'est une manière de créer une forme de climat de confiance dans cette transformation, parce que c'est des vrais changements de société, donc il va falloir que la confiance de tous les acteurs soit là, y compris les acteurs financiers. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre tous ces témoignages. Voilà.